Alors, je suis Juliette Kinkiela, journaliste pour Cadre de Ville. Bienvenue dans la salle 201. L'ensemble des présentations ici seront consacrées au thème de l'équilibre pour parvenir à une transition réussie. Alors même que les acteurs de la fabrique de la ville doivent composer avec différentes crises, des crises multiples, qu'elles soient climatiques, économiques ou sociétales. Cette première présentation, nous allons nous intéresser à la réindustrialisation verte. Et nous verrons comment ces initiatives peuvent à la fois renforcer l'attractivité des territoires et contribuer à réduire leur empreinte carbone. Alors, certains territoires qui vous seront présentés ce matin ont déjà connu des crises, comme celle de la désindustrialisation, notamment pour le secteur de l'étang de Berre à Fos, qui doit relever plusieurs défis, comme la décarbonation des activités déjà présentes ou encore l'implantation de projets en accord avec les enjeux environnementaux. Pour en parler, nous avons Caroline Ritzenthaler, qui est directrice transition écologique et grands projets au sein d'EDF, et Nicolas Matt, à ma droite, secrétaire général de l'association Picto. EDF et Picto donc, font partie d'un collectif qui déploie le programme Sirius, qui a été lauréat de l'appel à projet Zone industrielle bas carbone, lancé par l'ADEME en 2022. Et ce programme encourage le déploiement de projets autour de l'électrification notamment, de l'hydrogène ou encore du captage de CO2. La deuxième présentation s'intéressera à un projet immobilier qui accueille un data center au sein d'une zone commerciale à Mérignac. Et l'industrie numérique, voilà, elle peut aussi prendre cette forme-là, la forme de data center. Et comme toute industrie, les enjeux de décarbonation et de réutilisation de l'énergie émise se posent. Donc pour en parler, Fabrice Lebrun, qui est chef de projet au sein d'EDF également, et Sophie Magré, qui est fondatrice d'Inakis & Co, promoteur immobilier. Ils vont nous expliquer comment ils ont réussi à développer un projet mixte combinant data center et lieux de service ouverts au public. Le tout valorisera l'énergie donc émise par le data center et cette énergie alimentera à terme tout un quartier. Enfin, la troisième présentation nous amènera un peu plus au nord, en région parisienne, à Tremblay en France, sur la ZAC Aéroliance. Donc ce territoire souhaite continuer de proposer du foncier économique à destination des industriels, mais de façon maîtrisée, notamment pour respecter l'objectif ZAN. Et l'ambition est aussi de proposer du foncier en accord avec les grandes orientations environnementales portées par Grand Paris Aménagement, qui développe cette ZAC. Le promoteur Quartus va y réaliser une opération qui accueillera différents types d'activités via un bail à construction d'une durée de 70 ans. Le foncier est porté par Terra Eco, une foncière créée il y a 1 an par Grand Paris Aménagement et la Banque des Territoires. Et Terra Eco entend favoriser à la fois la sobriété foncière et la réindustrialisation. Pour en parler avec nous, donc Anne-Sophie Le Burtin, qui est directrice adjointe au sein du département cohésion sociale et territoriale de la direction de l'investissement à la Banque des Territoires, et également Christophe Ripper, directeur général délégué à la logistique urbaine au sein de Quartus. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer avec le territoire de Fos, avec vous, Caroline. Alors, EDF fait partie des acteurs économiques qui participent au programme Sirius à Fos-sur-Mer. Est-ce que c'est la première fois qu'EDF développe des innovations qui favorisent la décarbonation sur ce territoire? Alors non, c'est pas là. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Bonjour à tous. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Alors on reviendra un tout petit peu tout à l'heure dans la présentation sur une des innovations qu'on a mis en service l'année dernière, qui s'appelle Provence Grand Large et qui est en fait les 3 premières éoliennes flottantes qu'on a en France et qui est une première mondiale au regard des technologies qui ont été employées pour ces éoliennes. Et puis peut-être, puisqu'on n'y reviendra pas, un autre projet qu'on a engagé il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, de travail avec un industriel. Il y a un certain nombre de process industriels qui ne sont pas aujourd'hui électrifiables, et donc on travaille avec notre R&D en lien avec les industriels pour développer des solutions nouvelles, et là en l'occurrence avec un chimiste pour développer un vapocraqueur électrique, pour remplacer le gaz demain en source d'énergie par de l'électricité sur des très très gros process industriels avec des très grosses consommations et beaucoup de carbone derrière. Voilà, donc je vous propose du coup de prendre juste 1 minute pour vous présenter un tout petit peu le territoire. Alors c'est écrit petit, mais
Juste en 2 mots, puis je laisserai Nicolas développer tout ce qui a été fait sur cette zone-là pour préparer la décarbonation et voir comment on s'est organisé. Donc la zone de Fos, il faut savoir que c'est à peu près une petite vingtaine de tonnes, de millions de tonnes pardon, de CO2 émises par an. Et donc avec Dunkerque, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre industrielles nationales. Donc c'est un très très gros enjeu en fait en matière de décarbonation. C'est une zone qui est à peu près à 45 minutes de Marseille et qui est intégrée à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Spécialisation sur place, plutôt tout ce qui est raffinerie, pétrochimie, chimie lourde, aciérie également, avec un gros site d'ArcelorMittal, donc des industriels qui font partie, pour un certain nombre d'entre eux, de la liste des 50 plus gros industriels polluants de France. Et aujourd'hui, cette zone-là, qui n'a pas connu d'implantation et de nouveaux projets depuis les années 70, et elle est vraiment à un tournant de son histoire. Tournant de son histoire, pourquoi ? Parce que vous avez d'une part ces gros industriels qui sont installés sur site et qui ont des obligations réglementaires pour se décarboner d'ici 2030, sous peine de limitation de l'activité, voire de fermeture d'activité. Et puis, il y a eu la manifestation d'une trentaine de projets nouveaux, 20 milliards d'euros d'investissement, potentiellement 10 000 emplois nets créés en sus, 30 projets qui travaillent en particulier sur tout ce qui est énergie décarbonée. Alors vous avez un projet Gigafactory pour fabriquer des panneaux solaires, par exemple, et vous avez surtout beaucoup de projets d'hydrogène avec vocation à faire demain ou de l'hydrogène décarboné à vocation industrielle, plutôt que de l'utilisation de l'hydrogène gris, mais également d'utilisation recombinée à du CO2 pour fabriquer les fameux électrocarburants dont on aura besoin demain, à la fois pour l'aviation et pour le transport maritime. Voilà, donc une vocation qui se propose en tout cas d'être un hub décarboné. Et quand on voit les industriels implantés sur place, un enjeu vraiment clé, non seulement pour la région au regard des emplois, mais également pour la France en matière et de souveraineté énergétique et de réindustrialisation et de fabrication des produits premiers finalement qui servent à toutes les autres industries françaises. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, dans ce contexte, on a une association qui s'est créée en 2014, à laquelle participe EDF. Donc, une association qui a aujourd'hui une dizaine d'années et dont l'objet, Picto, est d'animer et de déployer une démarche d'écologie industrielle et territoriale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une démarche d'écologie industrielle et territoriale ? Ça recoupe toute une série de sujets. Je ne vais pas les détailler les uns après les autres, ils s'affichent ici. Mais dans ces sujets, vous avez notamment des questions autour de l'économie circulaire, de l'attractivité, de la décarbonation, des risques industriels, puisqu'on a beaucoup de sites industriels Céveso qui travaillent en synergie les uns avec les autres, ou du moins qui recherchent des pistes de synergie les uns avec les autres. Alors, Picto, en bref, du coup, de ce qui s'affiche ici, donc on est sur une animation de démarche qui vise, je le disais, à développer ces synergies. Ces synergies, ça peut se traduire par des échanges de flux de matière et d'énergie, donc entre les acteurs, ou de déchets, le coproduit de l'un pouvant devenir la matière entrante de l'autre, et également des sujets d'accueil de pilotes et de démonstrateurs dans les domaines notamment de la transition écologique. Plus de 60 membres aujourd'hui sont présents dans cette association, dont une cinquantaine d'industriels, je l'ai dit, EDF, mais également une dizaine de membres publics, collectivités, régions, métropoles, etc., et communes de proximité. Parmi les sujets que l'on déploie sur ce territoire à très fort enjeu, Caroline en a parlé, un territoire sur lequel se côtoient des activités dans le domaine de la chimie, du raffinage, de la sidérurgie, etc., donc des très très gros enjeux. Sur le CO2, vous le voyez sur la carte ici, ça fait partie de ces zones qui émettent le plus en France en termes de CO2. Et donc on s'est positionné sur un appel à projet national de l'État, donc opéré par l'ADEME, qui s'appelait ZIBAC, Zone industrielle bas carbone, et on est le premier territoire lauréat en 2023. L'objectif de ce programme, c'est dans un premier temps, alors c'est un programme au long cours, sur 7 ou 8 ans, c'est dans un premier temps, sur une période dite de 2 ans de maturation, c'est ce qui s'affiche là, c'est d'établir toute une série d'études, plutôt d'enjeux ou d'opportunités, pour faire un peu la lumière sur ce que pourraient être les leviers pour ce territoire en termes de décarbonation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez le voir après, par levier, on entend différents aspects, dont l'électrification des procédés. Donc pour ce faire, on a mené pendant 2 ans et demi une trentaine d'études, c'est même pas 25, c'est plus, c'est une trentaine d'études pour un peu plus de 8 millions d'euros de budget, qui a été cofinancé à 50% par l'État et 50% par les industriels.
donc sur des études qui étaient quand même assez engageantes pour eux. En termes de gouvernance, donc, quelle est notre manière de travailler finalement ce projet, ce programme avec nos parties prenantes? On a tout en bas des task force études qui, sujet par sujet, rassemblent quelques industriels, parfois plusieurs. Hein. Sur certaines études, on a eu plus jusqu'à une vingtaine ou quasiment une trentaine d'acteurs industriels engagés. On a également, nécessairement, comme tout projet, comme tout programme, un comité de pilotage qui fait un peu la revue de projet mois par mois de comment ça avance, qu'est-ce qu'il faut qu'on réoriente, etc. Et puis on a deux espaces. Un espace plutôt forum qui a vocation à donner une vision un peu exhaustive une fois par an à l'ensemble de nos membres sur où est-ce qu'on en est en termes d'avancée sur les différents sujets. Chaque industriel ne participe pas, et bien évidemment pas à toutes les études. Et puis une partie COSTRAT où là on fait la connexion avec le décideur au niveau du territoire, qu'il soit privé, qu'il soit public, parce que tous ces sujets-là impliquent certes des choix très forts qui puissent être pris au sein des industries, mais également par les aménageurs, l'autorité portuaire, la collectivité, l'État. Voilà, donc voilà, plus d'une vingtaine, quasiment une trentaine de sujets d'études. Je ne rentre pas dans le détail, mais on les a organisés par différents blocs de manière à établir nos trajectoires de décarbonation. Alors, ce qui est important, c'est de considérer un territoire qui se décarbone sur la base de son industrie existante et en faisant jouer aussi tout un jeu d'hypothèses sur des baisses d'activité, des retards dans certains projets, etc. Alimentation électrique et j'en passe. Donc on a établi 4 scénarios, mais principalement ce qu'on appelle un tendanciel. On ne fait rien et on attend que les choses se fassent par elles-mêmes. On va appeler ça quasiment une décarbonation subie. Un central, un peu plus ambitieux, et un ambitieux, là où toutes les planètes s'aligneraient volontiers. Donc l'objectif, c'est quand même de se rendre compte qu'on est capable, sur un territoire certes fortement émetteur, d'atteindre des niveaux de décarbonation très importants, de l'ordre de plus de 80% en 2050. Donc c'est quand même l'objectif. Et on passera par des étapes en 2030, en 2040, avec des points pivots qui vont nous voir activer, selon les cas, plus ou moins certains leviers. Alors, on a premiers enseignements de ce programme, c'est on n'a pas, et heureusement, un seul levier qui permet de tout décarboner. Parce que ça, si on avait ça, ça serait un risque. On se jetterait à corps perdu dedans en mettant tous nos œufs dans le même panier et en évitant le reste. Donc vous avez plusieurs leviers qui sont tout aussi utiles les uns que les autres. Deuxième enseignement, la plupart de ces objectifs de décarbonation, on arrivera à les atteindre en s'appuyant sur une démarche mutualisée entre les acteurs. Ce ne sont non pas des projets intra-sites dans le site industriel, ce sont principalement des projets entre sites. Partage d'hydrogène, partage de CO2, partage de différentes molécules, etc. Donc le collectif, tel qu'initié dans le cadre de Picto il y a 10 ans, il a du sens aussi dans le cadre de ces études et de ces projets. Et tout ça ne va pas sans dimensionner aussi la partie investissement qui est liée. On parle de 7 à 13 milliards d'euros d'investissement pour ces transformations dans les 20 prochaines années. Donc c'est un investissement, j'insiste beaucoup dessus, ce n'est pas un coût, c'est le prix à payer pour faire en sorte que ce territoire se transforme et écrive une nouvelle séquence de son activité industrielle qui a commencé pour certains sites depuis plus de 100 ans. Voilà. Et puis, par décarbonation, on a tendance à focuser uniquement sur le CO2. Rappelons que dans les éléments de contexte, on a, entre autres, en termes d'acceptabilité, un enjeu très très fort, c'est celui de la qualité de l'air. Généralement, quand on vous parle aujourd'hui de Dunkerque ou de Fos, vous ne nous parlez pas en priorité de la plage. Vous nous parlez d'abord des enjeux sur la qualité de l'air. Et c'est vrai que la décarbonation, par les choix qui seraient faits de rupture des énergies fossiles et par de changements de process assez profonds, entraînerait aussi une amélioration de la qualité de l'air sur les particules fines, sur le monoxyde de carbone, etc. Voilà, donc un territoire qui a quand même aussi un enjeu à muter. Pourquoi ? Rappelons juste les chiffres d'aujourd'hui. Un territoire tel que celui de notre périmètre du programme Sirius, c'est 6 milliards d'euros chaque année de valeur ajoutée, 140 000 emplois directs et indirects sur le territoire, et environ 85-90 millions d'euros de retombées fiscales pour les collectivités. Donc c'est sûr, on peut décarboner
en éteignant certaines études et certaines unités et en les envoyant produire en Inde ou je ne sais où. On aura tout perdu, la valeur ajoutée sur le territoire et en plus la capacité de ces industries à faire vivre un certain nombre d'activités au niveau du secteur public. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend faire? Et c'est notre objectif à terme, arriver à structurer ce qu'on appellerait une symbiose territoriale dans lequel, vous l'aurez compris, on a des partenariats, non pas baroques, hein, mais qui se créent entre différents acteurs pour capter le CO2, retransformer, refabriquer de nouvelles molécules, fabriquer un hub hydrogène aussi assez majeur avec de l'import maritime, avec différentes solutions de production locale. Voilà, c'est un territoire qui se veut demain, et j'insiste aussi dessus, complexe. Et ce n'est pas une tare d'être un territoire complexe. Je différencie la complexité et les choses compliquées. Un territoire complexe, ça peut même être un facteur ou un indicateur d'un territoire qui est très mature en termes d'échange de flux de matière et d'énergie. Et notamment sur les sujets de diversification du mix énergétique, on a des projets de production d'électricité que Caroline va développer, qui sont tout à fait structurants pour l'alimentation de ce territoire. Alors, peut-être deux mots, mais effectivement, c'est multi-énergie. Et pour autant, par exemple, quand on parle d'hydrogène, pour fabriquer de l'hydrogène, il faut énormément d'électricité. Donc, en fait, ce côté alimentation électrique de la zone, il est juste crucial pour le devenir de la zone de Fos, quelles que soient les entreprises qui s'installent demain. Donc, donc là, les solutions, en fait, c'est où vous faites une très grosse ligne RTE, et il y a un projet en cours, on y reviendra, pour amener l'électricité, ou vous la produisez localement sur place. Donc, je vous ai cité deux objets sur lesquels, deux innovations finalement sur lesquelles EDF travaille. Le premier, donc Provence Grand Large. Pourquoi des éoliennes flottantes alors qu'ailleurs elles sont posées partout sur les autres façades maritimes? Simplement parce que la Méditerranée, ça plonge très vite. Et donc, vous vous retrouvez très vite avec 100 mètres de fond et donc une incapacité à ancrer physiquement les éoliennes dans un sol classique, enfin les flotteurs. Donc, du coup, voilà, on a des systèmes de flotteurs sur lesquels sont poser les éoliennes, et donc avec des systèmes d'ancrage tendu qui, eux, descendent à 100 mètres et vont s'ancrer au fond des mers, 3 ancrages pour limiter l'impact aussi sur tout ce qui est biodiversité sous-marine. Donc celle-ci mise en service l'année dernière. Et puis un autre très gros projet sur lequel on travaille, en fait, l'étang de Berre, c'est le point d'arrivée de toute la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon. Durance-Verdon, c'est l'équivalent de 2 centrales nucléaires qu'on peut mettre sur le réseau en 10 minutes. Donc c'est une très très forte puissance électrique. Qui a été ces derniers temps réduite aux 2/3. Pourquoi? Parce qu'évidemment, quand vous arrivez au bout, l'étang de Berre est un étang saumâtre, et donc vous rejetez de l'eau douce dans un étang saumâtre, et donc il y a des perturbations écologiques. Donc petit à petit, EDF a été obligé de réduire cette production. Et donc là, l'idée, c'est de dire, à partir du moment où on veut conserver cet équilibre écologique de l'étang et regagner la puissance électrique dont on aura besoin, il faut trouver un moyen d'évacuer l'eau douce en question. Et donc le projet qui est en réflexion, c'est de dire qu'il faudrait construire une canalisation qui récupère l'eau douce en fait à l'issue du dernier barrage qui est au bord de l'étang, et qu'il aille le rejeter dans le Rhône plutôt que de le rejeter dans l'étang de Berre. Avec plusieurs autres vocations, ça permet par la même occasion de recharger un certain nombre de nappes, d'alimenter en eau industrielle tous les industriels de la zone qui vont avoir des besoins croissants en matière d'eau également, et puis de sécuriser l'alimentation en eau potable du pourtour de l'étang de Berre. Donc ça aussi, un très très gros projet en matière d'innovation qui pourrait voir le jour dans le cadre de la transformation de la zone. Alors, cette dynamique-là, elle a besoin aussi de s'articuler avec toute une série d'autres sujets qui sont déployés sur le territoire. Donc, je ne les cite pas toutes, mais pour ne parler que d'une d'elles, on a notamment une feuille de route pour la zone Fos-Berre qui a été établie entre l'État, la région et la métropole ces 2 dernières années, hein, et qui a été signée en début d'année 2025. Qui pose un peu le cadre de ce que pourrait être justement le développement attendu de cette zone dans les 10 ans qui viennent, et les aménagements structurants qu'il faut pouvoir envisager. Parce que l'industrie, si elle se transforme ou si elle accueille de nouveaux joueurs, on va dire, elle doit aussi voir le territoire s'adapter en termes d'infrastructures de desserte, et pas que la route, hein, le rail, etc. Également en termes de logement, de services, etc. Donc, à l'instar de ce qui se joue sur le Dunkerquois actuellement, on parle potentiellement de dizaines de milliers d'habitants en plus dans les prochaines années. Donc, c'est, on va dire, un enjeu très, très, très important.
Donc, cette feuille de route, finalement, elle a fait l'objet d'un débat sur le premier semestre 2025 sous l'égide de la CPDP, donc de la CNDP, la Commission nationale du débat public, et qui a missionné une CPDP, une commission particulière de débat public, pour parler justement de la vocation industrielle de ce territoire. Alors, peut-être un mot, vous connaissez sans doute le principe des commissions nationales de débat public. En général, un projet qui dépasse un certain seuil, il est soumis à cette concertation. Là, pour la première fois en France, en fait, il y avait tellement de projets concentrés en peu de temps sur la même zone que le choix a été fait par les 3 préfectures des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence et du Gard, sur les départements sur lesquels sont concernés d'une manière ou d'une autre par un bout des projets. Les 3 préfets ont saisi la CNDP en disant on veut un débat de zone. Et donc, en fait, dans ce débat de zone, on a eu pendant 3 mois, peut-être une vingtaine de réunions publiques qui embarquaient non seulement les quelques projets qui n'avaient pas encore passé cette concertation et qui devaient faire l'objet d'une commission nationale de débat public, mais également tous les sujets annexes et périphériques qui touchent à l'aménagement du territoire associé. Et donc, on a eu, je disais, une vingtaine de réunions, certaines thématiques. Quel est l'avenir de la sidérurgie? Quel est l'avenir de l'aéronautique? Qu'est-ce qu'on fait avec l'hydrogène demain? Comment on aménage les routes? C'est quoi le transport, etc. Et puis des débats de territoire. Donc, on a fait des débats à Manos, des débats à Beaucaire, des débats à Arles, des débats à Fos, pour dire, dans une zone géographique donnée, avec les habitants concernés, comment est-ce que tout ça s'agence et quels sont les retours des uns et des autres. Donc, pour la première fois, un débat, je pense, hors norme, en fait, par rapport à tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Et pourtant, EDF a été partie prenante d'un certain nombre de commissions nationales de débat public aussi. Donc, débat hors norme qui a rendu son rapport mi-septembre. Et donc, du coup, maintenant, les pouvoirs publics et les différents porteurs de projets ont 3 mois pour répondre aux recommandations faites par la Commission nationale de débat public et dire ce qu'ils vont en faire, suivre, pas suivre, suivre moyennant telle ou telle restriction, etc. Donc, on attend ces éléments-là. Les autres sujets qui nous attendent maintenant également, c'est une gouvernance. C'est-à-dire que Nicolas l'a évoqué, Picto, c'est une association d'industriels qui sont organisés entre eux, mais on voit bien que maintenant, il faut arriver à embarquer non seulement les industriels, mais aussi les pouvoirs publics, aussi les habitants, etc. Et donc aujourd'hui, la question est quelle gouvernance on met en place sur cette zone pour être capable demain d'articuler à la fois les implantations industrielles, les sujets routiers, les sujets d'infrastructure, les sujets de logement, les sujets d'hôpitaux, d'aménagement des hôpitaux, etc. Donc un gros sujet en matière de comment on organise le déroulé de toutes ces opérations demain sur cette zone-là. Et puis également, j'y reviens une minute, mais ça va être un vrai sujet également, toujours l'alimentation électrique. Aujourd'hui, on a besoin d'une ligne électrique 400 000 volts. Sans cette ligne électrique, il ne se fera rien. En fait, il n'y a pas de plan B, il n'y a rien du tout. Et donc aujourd'hui, ça a été un des points de crispation dans cette commission nationale du débat public. Et donc on en est là de l'histoire. Quand je disais la pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre, demain, c'est où on a une ligne et on peut continuer à développer et à décarboner ce territoire, où on n'a pas de ligne. Et là, on va avoir des vraies questions sur la suite. Donc là aussi, on attend une décision d'utilité publique, dépôt d'une demande d'abord et décision d'utilité publique par le ministre sans doute pour savoir si on y va ou si on n'y va pas sur cette alimentation électrique. Voilà, au-delà de ça, du coup, la mobilisation continue. Nicolas lance une deuxième, donc on a fini les premières séries d'études, la trentaine d'études qu'il a évoquées dans Sirius V1, première phase du programme. On attaque une deuxième phase d'études pour rentrer de manière beaucoup plus approfondie dans des études plus détaillées. Maintenant qu'on a cerné un petit peu ce qu'il fallait faire, la question elle va être de comment on y va. Et puis la mobilisation des industriels, là aussi, est une première, qui sont mobilisés également au travers d'une démarche qui s'appelle Provence Fabrique des Possibles, où vous avez aujourd'hui à peu près 150 dirigeants de rang national et de rang local, entre guillemets, les patrons locaux des entreprises en question, qui sont fédérés, qui ont porté un manifeste et qui disent maintenant, nous, voilà comment on s'organise et ce qu'on demande, en fait, en termes d'étapes complémentaires pour continuer à avancer dans cette démarche décarbonée et développer nos propres activités. Merci à vous. Merci Nicolas. On a le temps pour une question dans la salle. Très précis. Le temps joue contre nous. Et s'il n'y a pas de questions, moi j'en poserai une à Nicolas. Alors il y a le lancement de la phase 2 du programme Sirius qui est acté, hein, c'est écrit pour la période 2025-2030. J'aimerais savoir ce qui va se passer dans ce cadre-là et en quoi est-ce que la phase 1 diffère de la phase 2. Alors, la phase 1, vous l'aurez compris, elle avait vocation à établir et à nous guider sur des choix et des non-options pour décarboner notre territoire. Donc déjà, ça a eu vocation et la vertu de chasser toute une série de sujets qui n'en sont plus
En tout cas, pas sur notre territoire. Ça peut peut-être servir ailleurs, mais pas chez nous. Maintenant, ça va nous permettre d'approfondir une étude d'opportunité. Vous ne basculez pas d'un coup d'un seul sur une décision finale d'investissement chez un acteur qui doit potentiellement faire le choix d'investir 400, 500, 800 millions d'euros sur un changement de process. Donc là, on rentre dans cette étape où on a des études beaucoup plus détaillées, ce qu'on appelle des pré-FID ou des FID. Ce sont des études de détail qui vont arriver juste avant la décision finale d'investissement. Je voudrais quand même pas qu'on retienne que le programme Sirius, certes, c'est faire des études, mais c'est en parallèle de ça, accompagner les mutations qui sont déjà en cours. La décarbonation, elle a déjà commencé sur notre territoire. Il y a déjà des sites qui ont fait des choix et qui ont transformé très fortement leurs installations. Ça va encore se passer dans les X années qui viennent. Donc on est là pour faire coïncider à la fois et vivre en parallèle des transformations qui sont opérées d'ores et déjà. On n'attend pas 2030 pour faire toutes les décisions et des choix un peu plus structurants à travers les sujets que l'on porte. Merci Nicolas, merci Caroline. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième présentation, les data centers, un projet immobilier qui inclut un data center à Mérignac. Alors Fabrice Lebrun, le lien entre projet urbain et data center, à première vue, elle n'est pas si évidente. Généralement, on imagine plutôt ce genre d'équipement assez loin de tout finalement, assez loin de la ville. Et pourtant, d'après votre projet, les data centers ont un rôle à jouer en zone urbaine et parfois dense. En quoi est-ce que les data centers sont un atout dans la ville et un atout pour les villes qui se veulent bas carbone? Bonjour à tous. Merci pour cette question qui est assez large, finalement. On va essayer d'y répondre en abordant la plupart des aspects que vous avez cités, puis en mettant l'accent sur un projet qui nous tient à cœur et qui nous semble être un petit peu un bon exemple d'intégration des data centers dans les territoires, donc les rendre acceptables, voire qu'ils contribuent à leur attractivité, et également un exemple de synergie locale, énergétique, avec des data centers qui peuvent, comme on le verra, on va essayer de vous le démontrer, contribuer à la décarbonation aussi. L'électrification et la décarbonation étant le point commun d'à peu près toutes les interventions d'EDF en ce moment partout. Donc le secteur des data centers fait partie de nos actions aussi. Comme vous verrez, il y a des enjeux énergétiques évidemment très importants sur ce secteur-là. Alors, je vais commencer relativement large en parlant globalement d'un secteur qui ne connaît pas la crise, qui est celui du numérique. Le numérique, dans sa globalité, c'est environ 10% de nos consommations d'électricité dans le monde et en France aussi. On est à peu près équivalent à tout ce qui se passe ailleurs. Dans ces consommations-là, elles se répartissent en 3 grandes catégories. Les terminaux, pour environ un tiers, je vous regardais tout à l'heure, vous êtes à peu près 1 sur 2 à en avoir un dans la main, un téléphone ou un PC, ou quand vous serez rentré une console de jeu, j'en passe. Donc ça représente cette partie-là représente à peu près un tiers. Un tiers et un peu plus caché, ce sont les réseaux de fibres qui distribuent les données en très grande quantité, comme vous le savez maintenant, dans le monde, entre les continents et même au niveau local, donc les réseaux de fibres et de connectivité numérique, un tiers. Et le dernier tiers, pour un petit peu la face cachée, comme on le disait, la face cachée du numérique, qui sont ces data centers qui sont indispensables et qui consomment donc également une quantité importante d'électricité et qui sont pas forcément mis en avant et dont on se dit à chaque fois, s'ils s'installent pas trop près de chez moi, c'est pas plus mal. Je disais, c'est un secteur en très forte croissance, outre cette consommation-là qui est déjà très élevée et qui représente de l'ordre de 15 TWh pour les data centers en France. Ce que l'on imagine pour demain, c'est une croissance de plus de 10% par an qui va se traduire par un triplement de la consommation d'ici 2035, avec des conséquences extrêmement importantes pour notre métier à nous de producteurs, de distributeurs et de fournisseurs d'électricité. Donc cette forte croissance, on doit l'accompagner. Dans notre rôle, on fait en sorte que le développement exponentiel du numérique, avec ses usages que je ne cite pas, intelligence artificielle, blockchain, crypto-monnaie, etc. Notre rôle est de faire en sorte que ce développement-là soit possible sur nos territoires et avec des formats acceptables. Alors, je disais une grosse consommation, et cette consommation se traduit par des émissions de chaleur extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce que les data centers se comportent exactement comme des radiateurs électriques, tout comme vos
aux ordinateurs. Donc un kilowattheure qui rentre dans nos data centers se transforme en 1 kWh de chaleur qui, pour la plupart, n'est pas valorisé aujourd'hui. C'est-à-dire que sur, on va dire, 95-99%, je n'ai pas le chiffre exact des data centers présents sur nos territoires comme dans le monde, la plupart ne valorisent pas la chaleur, et ce qui se traduit par une perte d'environ 50% de celle-ci. On estime qu'on pourrait, si on prenait les décisions et si on en faisait un objectif prioritaire, on pourrait valoriser à peu près 50% de la chaleur émise par tous ces data centers, ce qui représente aujourd'hui pour le marché français 8 TWh, ce qui n'est absolument pas négligeable, et demain 3 fois plus, si vous avez suivi le raisonnement de la croissance exponentielle de ce secteur. Donc un enjeu énergétique très fort et aussi un enjeu d'acceptabilité, bien sûr. Alors comme on l'a évoqué, il y a plusieurs formats derrière le développement de ces sites-là. Vu les besoins et le développement des usages que l'on en fait, il faut imaginer que ça se déploie un petit peu comme des réseaux de production et distribution d'énergie. On a besoin de sites très centralisés, très volumineux, qui échangent entre les continents. Et ces sites-là sont des sites de plusieurs centaines de mégawatts qui s'installent en priorité en Île-de-France, mais aussi dans la région de Marseille et sans doute bientôt dans d'autres métropoles comme Lyon et pourquoi pas Bordeaux. Donc on a besoin de ces très gros sites-là qui gèrent la masse et qui forcément doivent se mettre un petit peu à l'écart des centres-villes. Et comme on a des besoins de performance et de souveraineté et de sécurisation des sites, l'ensemble de ces réseaux-là se déploie aussi avec des sites plus petits sur la totalité des territoires. C'est une question c'est une nécessité du fait du niveau de performance qui doit être atteint à peu près partout sur le territoire, et aussi au niveau de la sécurisation de nos données. Si on met tout sur le même site, c'est moins sécurisé que si on s'appuie sur un réseau et sur plusieurs sites. Du coup, il y aura un développement exponentiel, non seulement des gros sites qui font l'objet de la une des journaux, mais aussi de sites plus moyens et plus petits qui jouent le rôle de relais ou de sites spécialisés pour certaines applications type calcul ou traitement de données ponctuels pour certaines activités de recherche. Alors, l'exemple qu'on va voir là est plutôt un exemple d'intégration locale sur un site de taille petite ou moyenne qui joue le relais par rapport aux très gros sites qui se trouvent dans les grandes métropoles et qui est attractif pour le tissu économique local et les entreprises qui souhaitent avoir des data centers et des données gérées à proximité de leur propre activité. Donc on répond dans le groupe EDF à l'ensemble de ces enjeux-là. On a par exemple sur les très gros sites, je cite cet exemple-là parce que ce qu'on évoque là est assez éloigné finalement. Sur les très gros sites, si vous avez peut-être suivi en début d'année, on a mis à disposition certains de nos fonciers pour accueillir ce qu'on appelle des hyperscales, donc des data centers très haute capacité, sur des anciens sites ou fonciers de nos anciennes centrales thermiques, ce qui est une forme de réhabilitation de nos propres fonciers et de valorisation de nos fonciers. Par contre, les projets qu'on voit là, qui sont à taille plus humaine, eux nécessitent vraiment des partenariats locaux, comme celui qu'on va évoquer avec Sophie. J'accélère un peu peut-être, je ne sais pas, au niveau du temps. Donc les trois sujets qui concernent la synergie énergétique et les data centers. Un, l'alimentation. Je vais aller assez vite. On est plutôt bien lotis sur le territoire français grâce à notre mix énergétique qui est décarboné à 97%. Et l'accès possible à des ressources renouvelables type photovoltaïque via des contrats spécifiques ou même d'autres types d'énergie qui peuvent compléter le mix énergétique du réseau. Donc ce sujet-là, finalement, on peut considérer que on limite l'impact carbone des data centers grâce à notre mix énergétique décarboné. On ne fait pas non plus de miracle, c'est-à-dire qu'il y a d'autres sources de consommation et de production de carbone comme les groupes électrogènes associés à ces cycles-là, etc. Donc on ne résout pas tout, mais la majeure partie du problème est traitée via notre mix énergétique. La partie climatisation qui a fait l'objet de beaucoup de communication il y a quelques années, on considère aujourd'hui que le sujet n'est plus un sujet significatif. On sait aujourd'hui refroidir un data center avec l'air extérieur. Ça paraît bête, mais jusqu'à présent, on ne le faisait pas pour X raisons. Donc on sait le faire avec l'air extérieur. On sait le faire aussi avec l'eau des nappes phréatiques à proximité, ce qui est le cas sur Mérignac, donc ce qu'on appelle ça du free cooling. Et de fait, l'énergie autre que celle qui est utilisée pour les serveurs ne représente plus aujourd'hui que 10 à 20% grand maximum de la consommation. Donc
Je vous invite à ne plus trop être focalisé sur le sujet climatisation des data centers, puisqu'on sait le gérer avec les nouvelles technologies. Le point qui nous semble primordial aujourd'hui, c'est de se focaliser sur le fait de réutiliser cette quantité de chaleur énorme qui est extraite de ces sites-là, alors encore plus énorme quand il s'agit de gros sites. Mais si on raisonne à l'échelle du secteur, j'ai parlé de 8 TWh de chaleur perdue, et demain plusieurs dizaines. Pour X raisons, il est intéressant d'utiliser cette chaleur-là, notamment pour décarboner en substitution d'énergie fossile et notamment en s'appuyant sur des réseaux qui peuvent être construits à proximité de ces sites, notamment dans l'exemple qu'on va voir ensemble. Donc, retenez l'enjeu prioritaire des progrès technologiques et des progrès à faire sur l'ensemble de cette filière. On essaye, nous, de nous focaliser aussi sur la partie récupération de chaleur, au-delà du fait que, via notre mix énergétique, on est capable d'absorber les nouvelles consommations à venir. Voilà en gros pour le paysage énergétique global, et on va maintenant aborder le projet qui nous tient à cœur et qui est vraiment très concret et qui nous aidera encore plus à vous expliquer les différents enjeux et l'interaction avec le tissu local. Je passe la parole à Sophie Magret, qui est à l'initiative de ce projet. Donc moi, je vais vous raconter une belle histoire. En 2020, je rentre à Bordeaux et mon père veut que je rejoigne le groupe familial, qui est le groupe Bail, qui est un acteur majeur dans l'ameublement et la décoration et qui recouvre une surface de vente de 20 000 m² et qui accueille 15 enseignes. Donc papa a fait quelque chose de formidable, sauf que comme nos enseignes sont en concurrence, nos salariés ne se connaissaient pas. Et donc, moi, dans mon ADN, c'était pas possible que nos salariés ne se connaissent pas dans la politique RSE. Donc, je lui ai dit, écoute, papa, je vais t'écrire un concept. L'idée du départ, c'était d'avoir des trios gagnants. C'était économie, écologie et numérique. Et comment ce trio gagnant, on le mettait en place. Donc, l'idée de départ, c'était de créer un lieu où on retrouve nos salariés dans un lieu atypique, donc une brasserie artisanale. C'est mon fils qui est brasseur. Il faut dire que le village du meuble est dans un lieu où il y a énormément d'entreprises. Donc l'idée d'afterwork était cohérent. Après, comment on lie les gens, c'est aussi par le sport. Donc il y a un studio de fitness et de danse. Il y a aussi une salle où il y a des jeux immersifs. Ça, c'est pour répondre aux besoins de sortir les jeunes de leur tablette et de les sortir de leur maison et de jouer ensemble et de créer du lien entre eux. C'est aussi des team building pour les entreprises. Et il y a un rooftop. L'idée de départ, c'était que je voulais récupérer la chaleur fatale des cuves émises par les brassins pour alimenter tout ce concept. Il y a aussi des bureaux. Et donc, dans un autre de mes mandats, je rencontre EDF, Bordeaux, et autour d'une conversation, je leur raconte mon histoire. Il dit, mais c'est génial ce que tu fais, moi je serais vraiment intéressé pour t'aider et de te mettre mes ingénieurs à disposition pour récupérer cette chaleur fatale des cuves, pour alimenter ton concept. On travaille ensemble, et puis au détour d'une conversation, quelqu'un me dit, mais Sophie, je suis missionnée par EDF depuis 1 an pour implanter des data centers sur le territoire. Je dis, ouh là là, mais c'est compliqué ça. Il me dit, oui, en fait, j'y arrive pas parce que quand on nomme data center, ou quand on prononce data center, c'est un gros mot. Donc, je lui dis, mais attends, mais est-ce qu'on peut récupérer cette chaleur fatale, et il parlait de data center, pour alimenter des bâtiments? Et là, il me dit oui. Moi, je ne cherche pas à comprendre. On me dit oui. Je dis, écoute, OK, à ce moment-là, on va y aller, puisque je préfère récupérer H24 de la chaleur fatale plutôt que des brassins 2 fois par semaine. Donc, on se retrouve dans le bureau de la mairie de Mérignac et de Bordeaux Métropole. Je leur annonce le projet. Et là, tout le monde baisse la tête quand je leur dis que je vais mettre un data center sur le territoire. Je leur dis, attendez, mais la valeur ajoutée de ce data center, c'est qu'on peut récupérer la chaleur fatale pour alimenter le bâtiment. Et alors là, ça a été incroyable. En un quart de seconde, tout le monde a levé la tête. On dit, écoute, si c'est possible, on vous accompagne. Donc voilà, l'aventure commence comme ça. EDF met en relation avec Atrium Data, Michel Dernis, qui est un concepteur de data center extrêmement vertueux.
Et on avance ensemble. Donc c'est une belle histoire de planète alignée, de confiance, de réseau, puisque moi, autant je connaissais les membres d'EDF Bordeaux, autant Michel Dernis connaissait les membres d'EDF Paris. Et donc est né, j'ai déposé le permis en 2022, début des travaux en mai 2024 et livraison du projet en mai 2025. Voilà. Donc là, l'activité de la brasserie, du rooftop marche excessivement bien. Le data center va être livré, je pense, dernier trimestre 2026. Et comme disait Fabrice, c'est que maintenant, les data centers deviennent des chaufferies numériques pour alimenter des quartiers entiers. Et donc, on est allé plus loin. L'idée, c'est non seulement d'alimenter ce bâtiment, mais aussi d'alimenter les 20 000 m² du village du meuble. Alors, c'est un projet qui est ambitieux. On est allé très, très vite. Les gens sont vraiment étonnés de la vitesse de cette réalisation. L'avantage, c'est que nous sommes un propriétaire à côté de ce terrain-là. C'est que moi, j'ai racheté le terrain en groupe pour avancer un peu plus vite. Mais ce sont des choses qui sont difficiles lorsque vous avez plusieurs propriétaires à convaincre, si vous voulez l'alimenter effectivement par un data center, ce genre de projet. Voilà. Merci. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce projet? Oui, monsieur. Je m'interrogeais juste sur l'économie de projet exactement. En fait, est-ce qu'il y a eu des concessions qui ont dû être faites sur les ratios de rentabilité? Est-ce que qui a un petit peu lâché laissé un peu de marge de manœuvre par rapport à cette réalisation-là, ou est-ce que ça présente des taux de rentabilité très intéressants pour tout le monde? C'est un projet privé. D'ailleurs, c'est moi qui le porte. Moi, j'ai conçu la coque du data center avec Atrium Data, en fait. Et là, il va y avoir effectivement un preneur pour commercialiser avec EDF, bien entendu, ce data center. Juste en complément, l'ensemble du projet est compétitif par rapport au marché. Il y a en fait plusieurs business associés. Et si on isole la partie production de froid pour le data center et distribution de chaleur, elle doit être et elle est autonome économiquement. Donc on a une technique de chauffage et d'alimentation et de climatisation du quartier avec un réseau qui a sa rentabilité en tant que producteur de froid et de chaud et distributeur de froid et de chaud également. Et on a une activité data center qui a sa rentabilité aussi, mais finalement avec les mêmes critères et dans les mêmes conditions que le reste du marché. Alors certes, on est dans un montage avec des innovations technologiques qu'on ne va pas tous décrire aujourd'hui, ce n'est pas l'objet, mais qui font que c'est un modèle extrêmement performant. Je ne veux pas rentrer dans le détail. De fait, il est très compétitif par rapport au marché et il intéresse des clients locaux qui communiquent dessus. C'est-à-dire, on l'a peut-être pas dit, mais sur ces projets-là, et c'est le cas aussi avec nos autres projets, dont les data centers d'EDF qui s'ouvrent pour des clients externes, les clients nous autorisent, voire nous sollicitent pour communiquer sur le fait qu'ils sont hébergés chez nous. Donc, sont les serveurs de sociétés qui viennent s'héberger chez nous et nous disent je communique auprès de mes clients finaux en disant je suis hébergé à cet endroit-là avec un consortium, avec EDF, Atrium, etc. Et donc, pour votre RSE de clients utilisateurs, vous allez pouvoir augmenter tous vos coefficients. Donc, globalement, c'est un modèle qui, au niveau économie, a une rentabilité équivalente au format existant, puisque c'est rentable sur la partie chaleur et sur la partie hébergement de serveurs. Bonjour. Wow. Donc moi j'ai deux questions. Vous parlez de réutilisation de la chaleur fatale H24. Qu'est-ce qu'elle devient la chaleur fatale en été en pleine journée? Et deuxième question, vous parlez d'atteinte de neutralité carbone en parlant d'électricité ou de récupération de la chaleur fatale. Il y a les serveurs qui sont changés tous les 3 à 5 ans et même si certaines infrastructures de clim ne servent que très peu dans l'année, elles sont obligées d'être présentes. Et pareil, leur fabrication émet beaucoup, de même pour les groupes électrogènes. Donc voilà, je ne comprends pas très bien ce point-là. Caroline et Nicolas qui ont des contraintes, donc n'hésitez pas à nous quitter, malheureusement, quand vous devrez y aller. Je vous en prie, Fabrice.
Oui, alors je partage les points qui ont été évoqués. Alors, il n'est absolument pas question de présenter une solution miracle. Donc, globalement, le numérique se traduit, il faut l'accepter parce qu'on est tous clients, par des émissions de carbone plus importantes parce que le secteur se déploie et qu'il y a énormément de postes de production carbone, à commencer par les data centers qui ne sont pas en France et qui sont adossés, dans certains cas, à des productions d'énergie via des centrales thermiques ou de l'énergie fossile. Dans ce cas-là, le message que l'on dit, alors l'autre point sur la production H24 de chaleur, on est d'accord, l'été, sauf à construire des piscines énormes à côté de chaque data center, on n'utilisera pas la totalité de la chaleur. En grosso modo, la chaleur qui est émise est utilisée 7 mois de l'année entre les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Et bon, on estime que c'est un moindre mal, finalement, d'utiliser cette chaleur pour se chauffer plutôt que de la laisser partir aux petits oiseaux. Et cette chaleur-là, elle se substitue à d'autres moyens de chauffage. C'est ce en quoi on peut dire qu'elle contribue à décarboner parce que, toutes choses égales par ailleurs, on substitue par des énergies de récupération la production de chaleur par d'autres moyens. Mais je partage absolument le constat qui est fait, c'est que globalement, la filière numérique ne va pas avoir un rôle majeur dans la décarbonation. Utiliser les data centers de cette façon-là, ça peut contribuer à décarboner, si l'on part du principe que de toute façon les data centers se construiront. Hein. Et ce sujet-là, je nous le laisse pour d'autres tables rondes, mais si l'on part du principe que, vu l'explosion du numérique, si l'explosion du numérique est incontournable, alors le message, c'est utilisons cette chaleur en substitution d'une autre production. C'est sous cet angle-là qu'on peut parler de contribution à la décarbonation. Pas plus, malheureusement. Alors j'ai vu qu'il y avait une autre question, on essaiera de la prendre en fin de présentation parce qu'il nous reste peu de temps. On va aller directement en Ile-de-France à Tremblay sur la ZAC Aéroliance pour l'opération mixte développée par Quartus en partenariat avec la foncière Terra Eco. Et je veux commencer avec vous, Anne-Sophie. Donc vous travaillez au sein de la Banque des Territoires qui a participé à la création de la foncière Terra Eco. Et la Banque des Territoires, elle offre tout un panel de solutions aux collectivités, aux aménageurs, aux acteurs économiques pour favoriser à la fois la sobriété foncière et la réindustrialisation. Est-ce que vous pourriez faire un petit point pour nous, Anne-Sophie, des principaux outils que la Banque des Territoires peut offrir en la matière? Et deuxième question, en quoi est-ce que le projet développé par Quartus cochait les cases de la foncière? On va essayer. Donc, bonjour à tous. 1,5 milliard de financement en faveur de l'industrie, plus de 350 projets industriels accompagnés et près de 50 usines financées ces 5 dernières années. Oui, la réindustrialisation est un axe prioritaire de la Banque des Territoires car elle répond à des enjeux majeurs, des enjeux bien sûr de souveraineté pour notre pays, souveraineté industrielle, mais également des enjeux territoriaux extrêmement forts. Le tissu industriel se situe principalement hors des centralités urbaines, hors des métropoles, et contribue donc, on l'évoquait tout à l'heure sur les premiers projets, à l'attractivité et au développement économique des territoires. On parlait d'emploi, on parlait de retombées fiscales sur les territoires. Réindustrialiser, c'est véritablement contribuer à la cohésion sociale et territoriale de nos territoires. C'est pourquoi la Banque des Territoires, dès 2018, a structuré, dans le cadre notamment du programme Territoire d'industrie, une offre assez complète, à la fois d'ingénierie, mais également de financement en equity, en prêt pour l'industrie, qui couvre l'acquisition et l'aménagement du foncier, également l'immobilier industriel, c'est-à-dire les murs des usines, en complémentarité de l'action notamment de BPI France au sein du groupe Caisse des dépôts,
Nous finançons également la décarbonation des process, on en a beaucoup parlé sur les projets précédents, en accompagnant le secteur dans sa transition énergétique et environnementale. Et enfin, un dernier volet indispensable à la réindustrialisation, c'est la formation aux métiers de l'industrie. Lorsqu'on parle de réindustrialisation, on doit nécessairement parler de foncier, on en a beaucoup parlé ce matin. Et le foncier représente malheureusement, on le sait, l'un des principaux freins à l'implantation des entreprises. Frein rendu d'autant plus prégnant par l'impératif de sobriété foncière qui s'impose bien évidemment désormais à tous nos territoires. Cet enjeu, donc nous essayons, nous, à la Banque des Territoires, de développer des solutions pour essayer d'y répondre sur des enjeux qui semblent parfois un peu contradictoires, je vous l'accorde. On essaye d'un côté d'accélérer massivement la réindustrialisation, c'est vital. Et d'un autre côté, on parle sobriété foncière, trajectoire climat. Et parfois un peu difficile de concilier les deux. L'enjeu du foncier se pose donc d'abord pour l'industriel. Lorsqu'il souhaite s'implanter dans un territoire, l'industriel recherche un foncier. Pour y répondre et pour mettre en lumière le foncier disponible au sein des collectivités, nous avons lancé avec le CEREMA et en collaboration avec nos partenaires locaux un portail digital, France Foncier Plus, qui recense plus de 1000 fonciers disponibles pour accueillir des activités économiques sur l'ensemble du territoire. Nous opérons également le programme Site Clé en main France 2030, qui vise à prééquiper des sites pour accélérer et faciliter l'implantation d'industriels dans les territoires. Ce dispositif répond d'ailleurs particulièrement aux impératifs de sobriété foncière, puisque parmi les 55 sites identifiés, 30 d'entre eux correspondent à des friches industrielles. Ces friches industrielles, longtemps délaissées, ont justement été mises en lumière par les contraintes de mise en application du ZAN et constituent d'ailleurs un gisement extrêmement précieux de foncier économique encore disponible. Nous travaillons donc sur ces friches en investissant à la réhabilitation de ces fonciers déjà artificialisés, historiquement plutôt en faisant appel à des fonds spécialistes de ces sujets de dépollution, que sont notamment Ginkgo et Brumfield. Et nous proposons désormais cette offre également en direct aux côtés de ces partenaires, puisque nous avons développé depuis cette expertise en interne. L'enjeu du foncier, il se pose également bien sûr pour les collectivités et pour les aménageurs qui doivent gérer leur foncier en répondant à tout un tas d'impératifs et notamment leur maîtrise sur la durée et à les préserver de la spéculation foncière. C'est là qu'un acteur tel que la Banque des Territoires peut jouer pleinement son rôle en tant qu'investisseur de long terme. Nous intervenons justement auprès de ces collectivités en investissant dans des outils de portage foncier de long terme, voire de très long terme. On parle ici de durée de 40 ans, de 60 et qui peuvent aller même jusqu'à 80 ans. Et ce qui permet aux collectivités de conserver un usage durable de ce foncier jusqu'à l'issue du projet. C'est d'ailleurs ce que permet un outil tel que le bail à construction que porte la foncière Terra Eco, que nous avons initié avec Grand Paris Aménagement, notamment qui porte le projet de Cartus sur la ZAC Aéroliance de Tremblay en France. En quoi ces dispositifs peuvent paraître innovants?
ces dispositifs qui peuvent d'ailleurs s'adjoindre d'autres outils tels que des prêts à taux bonifiés de très long terme, comme le prêt Gaïa territorial, qui peut couvrir des durées jusqu'à 80 ans, en cohérence avec les durées de portage qu'on évoquait. Ces outils, eh bien, ils permettent notamment de dissocier, ce qui est assez nouveau, le bâti du foncier, et donc d'en dissocier la propriété. Pour le bailleur, ça signifie qu'il conserve la maîtrise de son foncier et des usages futurs de ce foncier. Et pour le preneur, je laisserai M. Ripper en parler plus longuement, mais c'est de manière assez pragmatique une baisse significative du coût du projet, puisque la charge foncière peut s'étaler sur des durées parfois extrêmement longues. Merci. Donc Christophe Ripper, je travaille dans le groupe Quartus, qui est promoteur, qui développe à la fois du logement, du tertiaire et des bâtiments industriels et logistiques. Donc aujourd'hui, merci de me donner la possibilité de présenter ce joli projet, effectivement, développé sur la ZAC Aéroalliance, porté par Grand Paris Aménagement et Terra Eco, qui porte les fonciers, qui met à disposition des investisseurs et des promoteurs dans le cadre de bail à construction. Alors, l'immeuble d'activité urbain que nous développons sur ce territoire, au sein de cette ZAC Aéroalliance, c'est un bâtiment ambitieux qui se développe donc dans le cadre d'une densification. On a une verticalité avec 3 niveaux. Ensuite, on va chercher à mixer les activités sur chacun de ces niveaux, avec l'industrie au premier niveau, au rez-de-chaussée, excusez-moi, la logistique au niveau 1 et de l'artisanat au niveau 2, avec un accès par rampe au niveau 1 et 2 pour véhicules industriels, des charges au sol, des hauteurs sous plafond libres et des équipements qui permettront aux futurs utilisateurs d'exploiter ces surfaces comme s'ils étaient à l'horizontale. On développe ce site dans le cadre, ce projet en bas d'un bail à construction que l'on a signé avec Terra Eco. Donc ce site, ce bâtiment est situé à Tremblay, en France, sur la ZAC Aéroalliance, qui est une ZAC développée par GPA, Grand Paris Aménagement. Pour nous, c'est un secteur prime, parce que c'est un secteur très bien desservi par les autoroutes A26, A1, A104, proche du centre d'exposition de Villepinte, desservi par la ligne B aujourd'hui et bientôt par la ligne 17. Et très proche des aéroports de Roissy, du Bourget, etc. Donc pour nous, c'est vraiment une zone prime. Les acteurs visés par ce projet en termes de commercialisation, pour nous, on va rechercher des acteurs liés au secteur de l'aéronautique, secteur de l'armement, de la cosmétique, du luxe, de la pharmacie, de la logistique et du transport. Évidemment, nous rechercherons les entreprises qui créeront le plus d'emplois. La ZAC Aéroalliance a été créée dans un objectif de création d'emplois assez importante. Et nous développons ce bâtiment dans une approche environnementale assez ambitieuse. Ce bâtiment sera HQE excellent. Il recherchera la neutralité carbone et il sera équipé d'une centrale photovoltaïque qui permettra une autoconsommation. Alors je vous donne quelques images aujourd'hui de ce projet sur lequel nous avons obtenu le permis de construire purgé de tout recours. Nous sommes dans une phase de pré-commercialisation. Les travaux devraient commencer au printemps 2026 pour une livraison en 2028. Voilà les 3 niveaux de ce bâtiment, avec le rez-de-chaussée dédié à l'industrie, le R+1 à la logistique, le R+2 à l'artisanat, avec 16 cellules comprises entre 250 et 300 mètres carrés. Voilà encore une autre image. Et pour terminer mon propos, je vais m'arrêter quelque temps sur le BAC, le bail à construction. Alors, ce bail à construction a été signé entre Quartus et Terra Eco dans le cadre de négociations qui ont été très ouvertes avec Grand Paris Aménagement, qui porte Terra Eco, qui nous a permis d'aller vers des conditions de BAC qui nous permettaient d'aller vers l'avenir pour développer ce projet. Alors, la première chose que je dirais par rapport à ce BAC, c'est la zone géographique. On avait l'habitude de travailler sur des amodiations, sur
des terrains qui devaient être ensuite rendus aux propriétaires plutôt sur des aéroports et sur des ports ou sur des terrains maîtrisés par des acteurs publics. Mais on avait moins l'habitude de travailler sur un bail à construction sur des terrains en dehors de ces zones ports et aéroports. Donc pour nous, ça a été plutôt une nouveauté. Aujourd'hui, ce qui nous a fait aller quand même sur ce projet, c'est le côté prime de la ZAC Aéroliance et de sa très bonne position par rapport à la métropole, au sein de la métropole parisienne. Ensuite, deuxième point important pour le bac, c'est sa durée. Le bac que l'on a signé avec TerraEco a une durée de 70 ans, qui pour nous est très importante. Il apporte une liquidité à l'actif, qu'en tant que promoteur, nous allons commercialiser auprès d'utilisateurs et ensuite que nous allons revendre auprès d'investisseurs. Et cette durée est très importante pour la revente auprès de l'investisseur ou des investisseurs. Et ce qui est important de voir, c'est qu'elle permettra 4 cycles d'amortissement. Un amortissement d'un bâtiment comme celui-ci est d'environ 20 ans. Et cette durée permettra donc d'apporter 4 cycles d'amortissement. Donc la possibilité d'acheter et de revendre le bâtiment 4 fois dans sa vie. Si les investisseurs qui vont succéder le veulent, hein, ils peuvent le garder sur cette durée-là. La difficulté que l'on aura quand même, c'est qu'en fin de bail à construction, la location du bâtiment sera limitée en termes de durée et en termes de baux de location pour les utilisateurs. Ensuite, le point important de ce bac, c'est le loyer. Aujourd'hui, TerraEco nous a donc proposé un loyer annuel indexé sur l'ILAT, qui nous permet effectivement, comme vous le disiez, de lisser l'investissement du terrain sur le temps. Donc pour nous, promoteurs, c'est une approche intéressante. Mais en tant que promoteur, on ne va pas garder ce bâtiment, on va devoir le revendre à un investisseur. Aujourd'hui, sur le marché, lorsque l'on va s'adresser à des investisseurs, le fait que ce projet soit porté par un bac, on a quelques réticences de la part de certains investisseurs. Et certains investisseurs sont prêts à venir sur ce projet, mais avec une décote sur la valeur du bâtiment, une décote sur le taux de capitalisation qui est entre 0,25 et 0,50 par rapport au taux de capitalisation du marché. Voilà. L'autre point important, c'est la fin du bac. En fin de bac, il y a 2 solutions. Soit vous rendez le terrain avec le bâtiment, parce que le bâtiment a été entretenu, il a fait l'objet de CAPEX pour le remettre à niveau et le bâtiment a encore une valeur et le propriétaire du terrain récupérera le bâtiment. Soit vous rendez le terrain dans l'état où vous l'avez pris, c'est-à-dire vous démolissez le bâtiment, vous le dépolluez le terrain et vous rendez le terrain au propriétaire. Donc cette seconde solution qui a été voulue par TerraEco, ce qui aussi apporte des spécificités au bilan du futur investisseur. C'est-à-dire qu'à la fin du bail à construction, la valeur résiduelle est de 0, ce qui est quand même un peu embêtant pour l'investisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut prévoir dans un bac aussi une valeur résiduelle qui ne serait pas à 0, et ce qui est beaucoup plus favorable pour l'investisseur. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans des pays étrangers où le bail à construction est une généralité, hein, en Suisse, aux Pays-Bas, en Angleterre, dans certains coins, souvent, la valeur résiduelle n'est pas à 0 et le terrain a encore une valeur en fin de vie, ce qui permet à l'investisseur quand même d'améliorer son business plan. Voilà. Alors, ce qui est important pour nous, promoteurs, c'est de travailler aujourd'hui sur la commercialisation de ce bâtiment. Et dans les discussions que l'on a avec TerraEco, qui sont très ouvertes, qui sont très partenariales, nous avons aujourd'hui un laps de temps qui nous est laissé pour commercialiser ce bâtiment. Et ça, c'est très important d'avoir cette souplesse. Et nous recherchons aussi une souplesse dans sa programmation. Alors aujourd'hui, nous avons présenter une programmation à 3 niveaux, rez-de-chaussée, R+1, R+2, mais nous allons dans une commercialisation où nous sommes prêts à répondre à des dossiers clés en main pour des futurs clients qui auraient des besoins spécifiques sur cette zone de bâtiments particuliers. Nous sommes ouverts à ouvrir ou transformer notre programmation pour répondre à ces demandes de clés en main.
Voilà. Ensuite, comme je vous le disais, nous rechercherons un investisseur pour revendre, une fois qu'il aura été commercialisé, pour revendre ce bâtiment. Et les données d'entrée que je vous ai exposées, c'est-à-dire la baisse de valeur portée par l'investisseur s'il veut racheter un bâtiment dans le cadre d'un bail à construction, et le fait qu'il n'y ait pas de valeur résiduelle, nous complique un peu la tâche pour la recherche d'un investisseur. Donc en conclusion, je dirais que cette IAU Aéroliance, c'est une opération démonstratrice. C'est un projet qui conjugue bail à construction, verticalité et mixité programmatique pour répondre à la raréfaction du foncier et aux enjeux de transition écologique. Il démontre qu'il est possible, dans des zones économiques denses, d'innover à la fois dans la forme urbaine, mais aussi dans le montage financier pour construire des bâtiments d'activité durable, économes en espace et générateurs d'emplois. Enfin, ce projet témoigne de la capacité des acteurs publics et privés à coopérer autour d'une stratégie foncière intelligente, conciliant attractivité économique et durabilité. Voilà, je vous remercie. Merci Anne-Sophie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au projet sur la ZAC Aéroliance? Oui, monsieur. Oui, il arrive. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai peut-être pas bien compris. La foncière, c'est une foncière qui appartient à Quartus. Oui. Non, Terraeco, c'est une foncière qui appartient à Grand Paris Aménagement et à la Banque des dépôts. D'accord. Donc, du coup, Banque du Territoire porte le foncier, comme vous le disiez au début. Et en tant qu'investisseur, la Banque du Territoire est partie prenante ou pas? Dans le bâtiment? Oui. Pour l'instant, non. D'accord. Mais pourrait l'être. Enfin, au-delà de ce projet-là en tant que tel, vous pouvez porter du foncier, vous pouvez être investisseur. Ouais. Effectivement, je m'étais rapproché de certains de vos collègues de la Banque des Territoires. Ils me disaient qu'ils pouvaient accompagner un investisseur sans être majoritaire. Dernière question, je m'excuse. Vous avez dit, vous lissez l'acquisition foncière. Vous n'avez pas réclamé un montant global en capitalisant dans le temps? Alors, il y a deux solutions pour payer le terrain. Soit on lisse le loyer sur 70 ans et on le paye chaque année, ce loyer indexé à l'ILAT, donc il a un taux d'indexation. Soit on peut verser un loyer, enfin un montant capitalisé dès le début, ce qui n'a pas été décidé par Terraeco, l'aménageur, et ce qui est plus favorable pour nous, investisseurs, enfin promoteurs en tout cas. Et c'est ce qui nous a permis d'aller sur cette opération-là. Bien, merci beaucoup. Nous allons clôturer ce focus ici pour laisser la place au suivant. Merci Fabrice, Sophie, Anne-Sophie, Christophe. Et pour ceux qui restent dans cette salle, donc le prochain focus s'intitule « La ville fertile et productive à toutes les échelles ». Merci beaucoup.